Donc, bonjour à tous, bon matin, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment quand vous écoutez ça. Donc, on va continuer ce qu'on n'avait pas terminé de cette section-ci, donc, c'est-à-dire on va continuer avec les fonctions par morceau. Donc, les fonctions par morceau, c'est une fonction que, comme son nom l'indique, est séparée en plusieurs morceaux, ou des fois on peut dire en plusieurs branches. Donc, si je prends l'exemple qui est en dessous ici, j'ai ma fonction f de x, et des fois, elle va valoir moins x, puis des fois, elle va valoir x carré. Souvent, quand on est étudiant, on a tendance à dire qu'il y a deux fonctions. Mais non, c'est une fonction. C'est une fonction. Quand ce que vous mettez à l'intérieur, quand vous mettez ici une valeur dans la fonction f qui est inférieure à 0, vous êtes dans la branche d'en haut, dans le morceau d'en haut. Puis quand vous mettez quelque chose qui est plus grand que 0 dans la fonction, vous êtes dans la branche d'en bas. Exemple, si vous dites f de 1, 1 à l'intérieur, c'est plus grand que 0, donc vous êtes dans la branche d'en bas. Donc, vous le remplacez dans x carré. Ça va vous donner 1. Mais si vous dites f de, je sais pas moi, mettons moins 2. Donc, f de moins 2 c'est dans la branche d'en haut, donc parce que moins 2, c'est plus petit que 0. Donc, le moins 2, il rentre dans cette catégorie-là ici. Donc, vous le mettez dans moins x, donc ça va faire moins 2, ce qui vous donne 2. Voilà. À quoi ça peut ressembler le graphique de ça? Mais ce qu'on remarque, c'est quand je suis inférieur à 0, donc sur mon axe des x, quand je suis inférieur, donc ici sur mon axe des x, quand je suis inférieur à 0, je vaux moins x. Moins x, vous savez c'est quoi? C'est la droite moins x là, qui passe par moins 1, 1, par moins 2, 2. Donc, il ressemble à quelque chose dans ce style-là ici, à peu près droit. Là, j'ai pas de règle avec ma tablette. Et sur l'autre morceau, c'est x carré. Donc, quand x est plus grand que 0, quand x est plus grand que 0, vous êtes une parabole. Et une parabole, ben, vous le savez, ça ressemble à peu près à ça, là, la main levée. Donc, d'un côté, vous êtes à une droite, puis ici, vous êtes à une parabole. Elle est vraiment laide, ma droite, ça n'a aucun bon sens. Je vais essayer d'en refaire une meilleure. Là. Je vais essayer d'être bon, OK? C'est pas une promesse. OK. Je suis... Crayon. OK. Je suis bon. Bon. Ah, c'est pas pire. On va dire que je suis bon. Donc, droite de ce côté-ci, parabole de l'autre côté. Voilà. Donc, il faut ça par morceau. Dans le fond, si on voulait définir ça, c'est juste que par rapport à ce que vous mettez dans la fonction, ben, ce que vous mettez dans la fonction par rapport à où ça se trouve, ben, il y a une condition qui est au bout, qui vient que vous remplacez soit dans la branche d'en haut ou la branche d'en bas, ou il pourrait y avoir d'autres branches. Les conditions qu'on met au bout, là, ici, ça pourrait être n'importe quoi. Et on pourrait inventer n'importe quelle condition de la Terre, puis on met ça là, puis c'est ça qu'on va écouter pour faire la fonction. Une fonction très connue, c'est la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue de x est définie de la façon suivante. Donc, si vous avez x plus grand que 0, votre fonction, elle vaut x. Puis si vous avez x plus petit que 0, votre fonction, elle vaut moins x. C'est ça qui fait le v caractéristique, parce que quand vous êtes plus grand que 0, c'est la droite x. Puis quand c'est la droite, puis quand vous êtes inférieur à 0, vous avez la droite moins x. Sincèrement, c'est la plus belle droite que j'ai faite pour l'instant. Donc ça, c'est la fonction valeur absolue. C'est une des fonctions qu'on va voir à quelques reprises dans le cours. Vous l'avez peut-être vu au secondaire, dépendamment d'où est-ce que vous étiez dans la matière. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas si grave que ça, on devrait s'en sortir. En fait, on va s'en sortir, là, je ne vais pas passer 1000 ans là-dessus, là, mais grosso modo, la fonction valeur absolue, quand vous mettez moins 6 dedans, ben, ce que ça fait, c'est que ça rend la partie intérieure, à l'intérieur, ça va le rendre positif en mettant un moins en avant, donc ça va faire moins 6, ce qui va donner 6. Si vous mettez une valeur positive dans la valeur absolue, mais la valeur absolue fait fuck off, grosso modo. Maintenant, si vous êtes intéressé à trouver le domaine d'une fonction par morceau, ben vous devez regarder exactement toutes les conditions qu'on a vues en haut et les appliquer à chacune des branches. Donc, vous commencez par une branche. Donc, vous commencez par la branche d'en haut et vous appliquez tout ce qu'on a vu plus haut. Dans l'autre cours, c'est important. Donc, les divisions par 0 et les racines négatives. Donc ici, je n'ai pas de racine dans la branche d'en haut, mais j'ai x-5. Donc x-5 en division, quand ça vaut 0, ça va faire un problème, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc en x égale à 5, je vais avoir une division par 0. Maintenant, c'est important de regarder, est-ce que le x à la 5 a des chances d'arriver dans la partie du haut? Autrement dit, là, si vous faites f de 5,
est-ce qu'il va se retrouver dans la partie d'en haut? Et la réponse c'est non. Pourquoi? F de 5, il est dans la partie en bas. Si je le remplace en bas, 5 va marcher. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il y a une division quand on met 5 ici dedans, mais ça n'arrivera pas. Parce que quand on met 5 dans la fonction, on se ramasse dans la partie d'en bas. Donc c'est pas vrai ici, 5, on se ramasse dans la partie d'en bas, et c'est pas vrai ici, arrête de mettre des X, c'est pas vrai ici que ça crée une division par 0, parce que, où est-ce que, oui, j'ai un problème en haut en 5, mais on va jamais mettre 5 dans la branche d'en haut. Donc, dans le fond, le x égale à 5, c'est pas vraiment, il fait partie du domaine ici. Maintenant, dans la branche d'en bas, j'ai aussi une division par 0 ici, en x carré moins 16. Quand est-ce que x carré moins 16 vaut 0? Ben, quand x carré est égal à 16. On fait la racine de chaque côté, et n'oubliez pas, quand on fait ça, on a un plus ou moins 4. Donc, x égale à 4, x égale à moins 4, comme ça. Et là, on regarde. Est-ce que x égale à 4, ça se produit? Si je fais f de 4, où est-ce que c'est remplacé? Bien, si je fais f de 4, on voit f de 4, c'est bien plus grand que 2, donc on le remplace dans la partie qui est ici. Et là, effectivement, ça va me créer ma division par 0 ici. Et là, je vais vraiment avoir une division par 0 en le remplaçant, donc ça se peut pas. Donc ça, c'est une bonne valeur. En l'occurrence, moins 4, avec ma souris, en l'occurrence, moins 4, lui, si je le remplace, dans ma fonction moins 4, lui, il va être dans la branche d'en haut. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment de problème à moins 4. Donc, ça, c'est pas une bonne valeur. En fait, cette valeur-là, elle fait partie du domaine. Donc, ici, la seule valeur qu'il nous faut enlever du domaine, c'est la valeur x égale à 4. Il me reste la racine à gérer encore. Donc, l'intérieur de ma racine, je vais y aller... Bougez pas. Je vais changer ma couleur, si seulement je savais comment. C'est pas grave, on va revenir en... Hey! Hey! On va l'avoir. Il est où mon drawboard? J'ai perdu mon drawboard. Il est là. Petit interlude. Donc, voilà. Si on revient en noir, on remarque ici que x égale à plus 8, il faut que ce soit positif, parce que je suis dans une racine. Donc, plus grand ou égal à 0, donc il faut que x soit plus grand que moins 8. Mais cette condition-là, elle est respectée de facto. Pourquoi? Parce que pour être dans la branche d'en bas, il faut être plus grand que moins 2. Donc, pour être dans la branche d'en bas, il faut être plus grand que moins 2. Dès que vous mettez une valeur, elle va être plus grande que moins 8 en bas anyway. Fait que ça aussi, c'est pas quelque chose qui est très intéressant à regarder. Parce que si je suis moins 8, si je suis plus grand que moins 8, je suis déjà plus grand que moins 2. Donc, la seule condition importante, c'est la condition x égale à 4 ici qu'il faut enlever. Donc, le domaine de f, ce sont les réels, sauf, mon ami, 4. Vous y penserez un peu, là, quand on voit ça le premier coup, d'habitude, on a mal à la tête. Pensez-y, c'est pas si pire que ça, il faut juste réfléchir un petit peu. Voilà. On a déjà vu ça dans la présentation du cours. On va faire des problèmes d'optimisation à la fin de l'année. Et ce qui est le plus difficile dans les problèmes d'optimisation, c'est de modéliser le problème. Comme le problème de la boîte. Là. Vous vous rappelez, là, quand je déchirais le papier, j'ai réussi à construire une boîte et créer une formule qui donnait le volume de la boîte. Grosso modo, c'est ça la partie difficile. Donc ici, on va faire un exemple et un exercice pour vous montrer, pour essayer de vous pratiquer un peu à faire ce genre de manipulation-là. Donc, faisons l'exemple de modélisation ici. Soit un conteneur rectangulaire sans couvercle de 10 mètres cubes de volume, la longueur de la base fait 2 fois sa largeur. Le matériau de fabrication de la base coûte 10 $ le mètre carré et celui-ci des côtés coûte 6 $ le mètre carré. Exprimez le coût total des matériaux en fonction de la largeur de la base et trouvez le domaine de cette fonction. Donc ici, je veux faire une boîte. Celui-là ici. Donc, on veut faire une boîte rectangulaire sans couvercle. Donc, le sans couvercle est très important, ça veut dire qu'il n'y a pas de dessus. Maintenant, elle a 10 mètres cubes. La base, c'est 10 piastres le mètre carré, puis les côtés, c'est 6 piastres le mètre carré. Donc, on va essayer de faire un dessin pas trop pire. On veut créer un prisme à base rectangulaire, ici, afin de minimiser le coût.
Souvent, les gens ils ont le réflexe ici de se dire, pour minimiser le coût, je dois minimiser l'air. Et non! Dans le cas bien précis ici, c'est indiqué, la base coûte plus cher que les côtés. Fait que ça vaut la peine de mettre une plus petite base puis des plus grands côtés puisque les côtés valent moins cher. Donc ici, de minimiser la surface, c'est pas ce qui minimise le coût. Donc pour minimiser le coût, je répète, il ne suffit pas de minimiser l'air. Pour minimiser le coût, vous devez vraiment trouver la fonction qui vous donne le coût. Allons-y. Comment on peut faire ça? On va commencer par la base. La base qui est ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent la longueur de la base fait 2 fois sa largeur. Donc, si ma largeur, c'est x, ma longueur, c'est 2x. Donc là, j'ai introduit une notation pour pouvoir régler mon problème. Et j'ai une hauteur qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler h. Qu'est-ce qu'on sait sur le problème? On sait que le volume, c'est 10 mètres cubes. Donc, je sais que le volume, longueur fois largeur fois hauteur, 2x fois x fois h, ça me donne le volume, ça me donne 10 mètres cubes selon le problème. Ça me donne 2x carré h est égal à 10. Maintenant, si je veux minimiser le coût, c'est quoi le coût de la base? Donc, c'est quoi le coût pour la base? Ben, commençons par trouver l'air. L'air de la base, c'est assez facile, c'est x fois 2x. Donc, 2x fois x, ça fait la base. Et ça, c'est de l'air. Ça, ce sont des mètres carrés. Comment faire pour avoir le coût? On sait que c'est 10 $ par mètre carré. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais le coût multiplié par des... si je fais le coût par mètre carré multiplié par des mètres carrés, on va enlever ça, bougez pas, des dollars par mètre carré multiplié par des mètres carrés, si je les multiplie ensemble, les mètres carrés se simplifient. Donc, si je fais 10 multiplié par 2x fois x, je suis en train de multiplier des dollars par mètre carré fois les mètres carrés se simplifient. Ce qui reste au bout de ça, c'est juste de l'argent. Donc ça, c'est le coût ici que ça me coûte pour construire la base. Il me reste les côtés. Les côtés, j'ai deux types de côtés. J'ai des côtés qui mesurent x de base puis h de hauteur, puis j'ai des côtés qui mesurent 2x puis, de base puis h de hauteur. Donc, l'aire d'un côté, c'est x fois h. Si je le multiplie par son coût qui est de 6 $ par mètre carré, ça me fait le coût pour un côté. Si j'ai un côté à 2x, 2x fois h fois le coût, ça me donne le coût pour un des longs côtés. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, il faut juste se dire, des côtés longs, j'en ai deux. Donc, il faut penser à faire x2 ici. Et des petits côtés qui sont de chaque côté ici. J'en ai aussi deux. Puis le couvercle, on se rappelle, c'est un problème, j'ai pas deux couvercles. J'ai une base, mais j'ai pas de couvercle. Donc, le coût total, c'est quoi? C'est donc la fonction coût. Donc, le coût au total de ma boîte. Ça fait 10 fois 2, donc 20 x carré. Plus ce qui est ici, donc mon petit côté, plus 2xh fois 6, donc 12xh, plus mon autre côté, qui est 24xh, et ça, c'est mon coût. La question, par exemple, c'est de trouver, exprimer le coût total des matériaux en fonction de la largeur. Donc là, ici, c'est en fonction de la largeur et de la hauteur. Comment je fais pour me débarrasser de la hauteur? On utilise ce que j'ai dit au début. On utilise que 2x carré fois h, ça vaut 10. Donc, je sais que h est égal à 10 sur 2x carré. Donc, h est égal à 5 sur x2. Or, le coût qui dépend de x, c'est 20x au carré plus 12x fois 5 sur x2 plus 24x fois 5 sur x2.
Ce qui va me donner 20x carré. Ici, je peux simplifier un x. 12 fois 5, ça fait 60. J'ai écrit 16, mais 60. Là. 60 sur x. Puis 24 fois 5, ça me donne 120. Donc 120, encore une fois, je peux clencher un x ici sur x. Puis pour additionner le tout, si je veux le mettre sur le même dénominateur, je peux faire fois x ici, fois x là. Et ça va donc me donner 20x carré plus 180 sur x. Et donc ça, c'est le coût de ma boîte. Maintenant, il me reste une question à répondre. Il me reste à répondre, c'est quoi le domaine? Donc le domaine de f. Si on regarde ça, clairement, j'ai une division par 0 en 0. Donc, clairement, là, je ne peux pas prendre une base de 0. Ça ne marchera pas. Donc, on serait souvent porté à dire, ben, le domaine, c'est les réels, sauf 0. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi c'est un petit peu plus compliqué que ça? J'ai un contexte ici. Puisque j'ai un contexte, je vais enlever ça ici. Puisque j'ai un contexte, clairement, je ne peux pas avoir un x négatif. Si j'ai un x négatif, ça veut dire que j'ai une largeur négative, ce qui ne fait pas bien de sens. Donc, x ne peut pas être négatif. Et ça, c'est pas la fonction qui nous dit ça. C'est le contexte. Donc, parce que je suis dans un contexte et que j'ai un volume de boîte, ben, les côtés, ça peut pas être négatif. Fait que le contexte me dit, hey man, ton x, il faut que ce soit plus grand que 0. Il peut pas être égal à 0 ici parce que j'ai une division par 0. Mais il peut être virtuellement aussi long que je veux, j'ai pas de problème. Voilà. Prochain exemple. Donc, l'exemple qui est ici, en fait, c'est un exercice. Là. Donc, essayez-le en exercice, essayez-le chez vous en exercice. Puis quand vous serez prêt d'avoir la correction, repartez la vidéo, puis vous pourrez vous corriger. La compagnie de télévision Sony construit toujours sa télévision de sorte que la hauteur soit la moitié de sa largeur, sachant que la mesure de la grandeur d'une télévision est toujours donnée selon la longueur de sa diagonale. Trouvez la fonction qui donne la diagonale de télévision de la compagnie Sony. Trouvez également le domaine de cette fonction. Donc, la compagnie Sony, avec un chapeau sur le haut, là, ils font des TV. Puis, ce qu'ils vous disent, une TV, c'est toujours mesuré par rapport à la diagonale. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre dans le problème? Ils nous disent que la hauteur est la moitié de sa largeur. Donc, c'est ici, si la largeur, mettons, c'est x, mais lui, c'est x sur 2. Si vous n'avez pas envie de travailler avec des fractions, il y a une façon plus astucieuse de régler le problème. Dites que ça, c'est x, puis dites que ça, c'est 2x. Donc, lui, la moitié de la largeur, ça évite d'avoir des fractions. On vit dans un monde beaucoup plus merveilleux comme ça, avouez. Et là, la question, c'est de trouver la fonction qui donne la diagonale de télévision de la compagnie Sony. Un petit peu moins difficile comme problème, parce que la diagonale, clairement, ici, si votre TV est moindrement bien construite, vous avez un angle droit, là. Et pour avoir la diagonale, ben, on est clairement dans le théorème de Pythagore. Donc, 2x carré plus x carré est égal à la diagonale, que j'ai appelée d à l'instant, au carré. Et donc, la fonction, la diagonale qui dépend de x, c'est simplement, on prend la racine de chaque côté, et on arrive à l'expression suivante. 4x carré plus x carré, on se ramasse avec la belle petite formule qui est ici. Donc, c'est ça la formule qui vous donne la diagonale d'une télévision de la compagnie Sony. Maintenant, pour la question du domaine, si vous avez oublié de faire le domaine, allez donc le faire et repartez la vidéo. Souvent, le domaine, vous avez de la difficulté. Là. Donc, le domaine, moi, ma fonction, je l'ai appelé D ici, donc le domaine de D. Mais clairement, il faut que ce soit positif, là. Donc, vous devez être plus grand que 0. Puis, si vous êtes égal à 0, ça veut dire que votre TV n'a pas de largeur. C'est pas pratique pour regarder la TV, là. Fait qu'il faut qu'il y ait une largeur qui est 0. Et j'ai pas d'autres conditions. Donc, on pourra avoir une TV virtuellement aussi grande qu'on veut. Si vous avez une TV infinie, vous m'inviterez, on ira regarder le hockey, ok? Bref, le problème, il dit pas qu'il y a une limite, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Un petit peu moins tough quand même comme problème, ça là. Je voulais pas vous blesser aujourd'hui. Il nous reste la composition de fonctions à faire pour aujourd'hui. Donc, la composition de fonctions. C'est quoi ça, la composition de fonctions? La composition de fonctions, arrête de dire composition de fonctions, je pense que je dis composition de fonctions à peu près 8 fois. Laissez faire.
Donc, c'est quoi ça? C'est une opération qui a sur les fonctions. D'habitude, dans la vie, les opérations qu'on a, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Mais quand on parle de fonction, il existe une nouvelle opération qui s'appelle la composition. C'est quoi ça, la composition de fonctions? Ça consiste à mettre une fonction une dans l'autre. Donc, si vous voyez ça ici, f avec une espèce de petit rond g, là, qu'on lit en mathématiques f rond g, c'est vraiment de même, c'est pas une joke, mais ça veut dire f composé avec g. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, f composé avec g, donc f rond g, f composé avec g, ça veut dire, dans la fonction f, vous sacrez la fonction g. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait ça verbalement avec ça? On va voir des petits exemples, vous allez voir, c'est pas particulièrement difficile. Commençons avec un exemple simple, f de 2. Donc, si vous prenez la fonction qui est définie en haut ici, comment on calcule f de 2? Ben, vous le savez, là, vous mettez 2 là-dedans, ça va faire 2 au carré plus 1, ça donne 5. Et il fallait bien que j'aille au cégep pour me faire dire ça. Hein? Bon, on commence par quelque chose de simple. h de y. Oui, mais là, il y a des x. On s'en fout. Si vous avez h de y, dans la fonction h, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? À la place des x, vous mettez des y. Alright. H de Nicole. C'est pas cave un peu, ça, de mettre des Nicole? Oui, c'est très cave. Mais si on y va by the book, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait dire que c'est Nicole au carré sur 1 moins Nicole. Ok, oui, ça n'a aucun sens logique, là. Mais si on voit ça, c'est ça qu'il faudrait faire. Maintenant, si je vous demande f rond g, je viens de vous dire que c'est l'équivalent de mettre g dans f comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les x dans la fonction f, ils deviennent g de x. Donc, dans ma fonction f de x qui était x carré plus 1, au lieu d'aller mettre x ici à l'intérieur, il faut mettre g de x. Voilà, tout simplement. Et g de x, on sait c'est quoi? G de x, c'est la racine de x plus 2 au carré plus 1. Puis on peut simplifier. La racine au carré, ça fait x plus 2 plus 1, ça va faire x plus 3. Et c'est pas plus compliqué que ça, la composition de fonctions. Vous avez compris ça? Et certainement, vous n'avez plus rien à comprendre sur la composition. G de f, c'est l'inverse. C'est de mettre f, parenthèse de côté, c'est de mettre f dans g. De le faire de l'autre sens. Donc, dans ce cas-là, dans la fonction g, ma fonction g qui est la chose suivante, au lieu d'aller mettre x à l'intérieur, je m'en viens mettre f. Et on sait que f, c'est x carré plus 1. Donc, ça devient x carré plus 1 plus 2, qui devient la racine carrée de x carré plus 3. Comme ça. Voilà. H rond f, essayez-le vous autres même, vous irez voir la correction tout de suite après. Fait que faites pause, essayez-le. Moi, je le corrige tout de suite. Donc, h rond f, c'est de mettre f dans h, comme ça. Donc, dans la fonction h, je mets f. Donc, ma fonction h, ça ressemble à ça, grosso modo. Sauf qu'au lieu de mettre x dedans, je mets f. Si vous avez envie de remplacer le f tout de suite par la fonction, là, si j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que moi, j'y vais tranquillement. Donc, ici, au carré, là, mon f de x, ça va devenir x carré plus 1 au carré. Puis en bas, je vais avoir 1 moins x carré plus 1. Et attention, regardez bien ça, là, je vais prendre la peine de l'indiquer, je vais le mettre en rouge. Là. Si vous regardez, là, c'est moins f de x. Donc, ça doit être moins toute votre fonction. Donc, le moins, là, il doit être comme ça. Il doit être affecté à tout le monde avec une parenthèse. Si vous avez oublié votre parenthèse, le prochain coup, oubliez-la pas, s'il vous plaît. Je vais peut-être en finir en noir, par exemple. Noir, oui. Donc, voilà, le 1 moins 1, eux autres, ils vont se canceller. Fait qu'au dénominateur, je vais avoir x carré. Et souvent, vous avez le réflexe d'ouvrir en haut les carrés. Faites pas ça. Vous faites juste pas de votre temps. Laissez-moi ça de même, c'est bien correct. Petite question. Que peut-on dire de f rond g et de g rond f? Grosso modo, d'habitude, quand je vous demande ça, et que vous êtes live dans la classe, vous me regardez comme qu'est-ce qu'il faut dire le prof. Pour quelqu'un qui fait des mathématiques, la question est relativement évidente. Qu'est-ce que je peux remarquer?
Ce que je veux vous dire que ces deux choses-là, c'est que c'est pas égal. Regardez bien que si je fais f rongé et g rond f, ça vaut pas la même chose. D'habitude, vous me regardez, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Oui, mais dans la vie, là, quand je fais une opération, puis j'inverse l'ordre, souvent, ça change pas all, hein? Ça fait rien. C'est ce qu'on appelle une opération qui est commutative. Le fait de faire 2 plus 3 ou 3 plus 2, c'est la même maudite affaire. Dans une composition, c'est pas une opération qui est commutative. Le fait d'inverser f et g et f, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça change la fonction. C'est juste ça qui est important à dire ici. F rond G puis G rond F, c'est pas la même affaire. Alright? Autre petite question. À votre avis, est-ce qu'il existe plus de fonctions composées ou de fonctions non composées? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vous dis x carré, ça c'est une fonction qui est pas composée. Si je vous dis, on n'a pas encore vu la trigo, là, mais si je vous dis sin de x carré, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans la fonction sin, je suis venu y sacrer x carré. Donc, j'ai mis une fonction dans une autre fonction. Donc, tout ça pour vous dire, logiquement, il devrait y avoir bien plus de fonctions composées. Dès que vous mélangez deux fonctions ensemble, vous pouvez créer n'importe quelle fonction dans Terre. Mais les fonctions non composées, c'est genre x carré, x cube, sinus de x. Le log qu'on n'a pas encore vu, mais on verra ça plus loin, c'est une fonction aussi de base. La valeur absolue qu'on a vue plus tôt aujourd'hui. La racine que vous avez vue au secondaire. Tout ce genre de choses-là, c'est des fonctions qui sont non composées. Mais dès que vous venez rajouter quelque chose à l'intérieur, vous venez créer une fonction composée. Donc logiquement, il y a beaucoup plus de fonctions composées. Et où je veux venir avec ça? Quand on va vouloir dériver les fonctions, bien, on va se rendre compte qu'à peu près toutes les fonctions de la Terre sont composées et on va devoir inventer une règle pour dériver les fonctions composées, d'où l'importance de bien comprendre la composition de fonctions. Donc, c'est pas quelque chose de super violent, mais si vous avez de la difficulté à comprendre ça, au chapitre 3, vous allez solidement saigner du nez. Fait que ça vaut la peine de faire quelques exercices juste pour la pratiquer, puis quand c'est maîtrisé, après, passer à d'autres choses. Donner un petit exemple, je vous dirais que ça, c'est une des grosses bêtes noires en calcul différentiel. Là. Pas autant que c'est super difficile. Il faut juste bien catcher qu'est-ce qui se passe, puis après, ça va fonctionner. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Si je vous dis de calculer f de x plus h moins f de x avec la fonction x carré plus 1. Vous avez souvent de la difficulté à remplacer x plus h. Quand je vous vois remplacer x plus h là-dedans, là, je vais le faire pas correctement. Là. Vous me faites ça souvent. X plus h. Non! 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 Non. Le x plus h, regardez bien ça, x carré plus 1. Donc, x carré plus 1. Ça veut dire que le x à l'intérieur, il devient x plus h. Comme ça, à l'intérieur. Moins x carré plus 1. Et comme tantôt, ici, n'oubliez pas votre parenthèse. Hein, le moins affecte tout le monde. C'est comme ici, là, si vous aviez une fonction à l'intérieur qui est g de x, telle que g de x vaut x plus h. Donc, vous venez mettre votre g de x dans votre fonction. Ça devient g de x. Puis g de x, c'est x plus h. Donc, vous venez le mettre à l'intérieur. Ça, on va faire ça énormément en calcul différentiel. Et c'est bien important de comprendre, justement, que quand vous mettez x plus h dans une fonction, le x devient x plus h, mais à l'intérieur. Maintenant, ça se simplifie. Qu'est-ce que je veux dire par là? X plus h au carré, je prends la peine de le répéter parce que c'est une source de confusion. Comment on ouvre x plus h au carré? C'est pas juste en rentrant le carré à l'intérieur. Souvent, vous dites x au carré, h au carré. Ça marche pas. Comment on ouvre un x plus h au carré? Avec une distribution comme ça. Puis ici, là, il me reste moins x carré, moins 1. Ici, x fois x, x carré, x fois h plus h fois x, 2xh, plus h fois h, h2. C'est un là dessus, c'est un là, moins x2 ici. Les x carrés se tuent. Il me reste donc 2xh plus h2. Je vais commencer à en parler tout de suite, là. En calcul différentiel, on va imposer 4 règles quand on simplifie une expression. Donc, quand on veut simplifier une expression, il faut toujours que les 4 règles ici, 4 comme ça, soient respectées. Premièrement, faire vos mises en évidence simples. Donc, clairement, ici, je peux faire une mise en évidence simple. Je peux sortir mon h.
comme ça, pour avoir une mise en évidence simple. Les autres règles, je ne vais pas les appliquer. La deuxième, c'est avoir un dénominateur commun. Donc, s'il y a des fractions, on les additionne. Pas d'exposant négatif. Donc, s'il y a un exposant négatif, il faut l'enlever au dénominateur. Et si on voit un exposant fractionnaire, à la fin, pour simplifier, il faut les ramener en racine. On avait vu ça là, dans les derniers cours. Là. Petite parenthèse qui n'a pas rapport. Mais si j'ai 3 quarts, x à la 3 quarts, on sait que c'est la racine quatrième de x3. Donc, ce sont ça les 4 règles de simplification en calcul différentiel. On va les pratiquer énormément. Je vais y revenir dans le cours plus tard. Donc, si jamais vous voyez une question simplifiée, les 4 règles doivent être respectées. Mise en évidence simple effectuée, dénominateur commun, donc en français, additionner les fractions. Les exposants doivent être positifs, donc pas l'exposant négatif, et pas l'exposant fractionnaire, ils doivent être transférés en racine. Sur ça, on va arrêter la vidéo ici. Prochaine vidéo, on va commencer les fonctions trigonométriques. Donc, je vous laisse aller faire vos exercices là-dessus. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.